effectivement, je suis Vladimir Mann, je suis interniste. Les conflits d'intérêts. Donc, quel est le contexte actuellement? On a parlé, on n'a pas beaucoup parlé de traitement finalement aujourd'hui. Quels sont les traitements actuellement disponibles? En fait, si vous regardez le PNDS actuel, on a deux grands types de traitements. Les traitements historiques, c'est l'enzymothérapie substitutive par agalsidase alpha ou agalsidase bêta, qui est le traitement historique depuis 2001. On sait que c'est efficace, on en reviendra plus tard. On sait que c'est accessible pour tous les patients. Après, il y a des limites. C'est un traitement qui est intraveineux, c'est des perfusions tous les 15 jours, qui durent entre 1h30 et 4 heures. La tolérance est parfois difficile, surtout pour les hommes, et de façon assez caractéristique, c'est finalement les patients les plus malades qui vont avoir une tolérance la moins bonne, malheureusement. L'efficacité, elle existe, mais elle est incomplète. Et puis, on sait que le traitement ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Est-ce que c'est la cause pour laquelle on n'a pas d'action franche sur le risque d'accident vasculaire cérébral? Peut-être. On sait également qu'il y a la formation d'anticorps anti-agalsidase, anticorps anti-médicaments, que j'appellerai par la suite ADA, Anti-Drug Antibodies. Et enfin, l'enzymothérapie va donner l'enzyme manquante dans la maladie de Fabry, mais elle ne va pas corriger le principe de misfolding protéique, c'est-à-dire que quand on a une mutation qui va venir créer une enzyme mal formée, elle va continuer à se former dans le corps, et ça peut être à l'origine d'un stress cellulaire et éventuellement d'une pathogénicité propre. De l'autre côté, on a un autre traitement un petit peu plus récent, le molécule chaperone. L'avantage, c'est un traitement Péros, le Galafold. Il est efficace également, il y a une bonne tolérance, ça cible le misfolding protéique, et ça a déjà été abordé précédemment. En fait, on va reprendre la protéine qui est mal formée par les cellules, la replier, le médicament va aider à son repliage et à retrouver une activité physiologique. Ça passe la barrière hémato-encéphalique. Par contre, ce n'est pas accessible pour tous les patients, puisqu'on a uniquement les patients avec certains variants, qu'on appelle amenable, qui vont être éligibles pour ce traitement. Il y a également une controverse en cours sur l'efficacité ou une toxicité sur l'atteinte rénale. C'est très controversé. Je n'entrerai pas dans les détails. Et tout comme pour l'enzymothérapie substitutive, on sait qu'il y a une efficacité incomplète. Donc, du coup, on a besoin d'innovation. Alors, je vais commencer avec des innovations dans la prise en charge. On n'a pas beaucoup parlé de l'ISO-GB3 aujourd'hui, et pourtant, l'ISO-GB3, ça apparaît comme essentiel. On connaît ce biomarqueur depuis longtemps. On ne savait pas trop quoi en faire. On sait qu'il est beaucoup plus élevé chez les patients qui ont une forme classique, c'est-à-dire une forme qui associe une atteinte rénale, une atteinte cardiaque, qui débute généralement plus tôt que chez les patients avec une forme non classique. En gros, ils ont la maladie de Fabry historique, décrite par M. Fabry-Anderson. Et donc, les auteurs hollandais se sont intéressés à l'évolution du lyso-GB3 chez les patients au cours de la vie, et se sont aperçus que ce taux de lyso-GB3 il est assez stable à partir de l'âge d'environ 5 ans, assez stable au cours de la vie, et que ça stratifie extrêmement bien le phénotype. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est qu'on sait que quelqu'un qui va avoir du coup un phénotype classique, avec un lyso-GB3 élevé, que ce soit un homme ou une femme, il va falloir le surveiller plus précocement, plus attentivement. Et donc, du coup, ça peut être une des réponses pour éventuellement le suivi chez les femmes dont on parlait tout à l'heure. Les auteurs proposent même, du coup, dans leur algorithme diagnostique, de mettre le lyso-GB3 avec... Alors, si on lit le papier, ils ont un cut-off à 40 nanomoles, et si on regarde leur algorithme, on voit un cut-off à 50. Moi, personnellement, j'avais l'intuition que c'était 40, et c'est ce que j'utilise pour définir un phénotype chez un homme, un phénotype classique d'un phénotype non classique, tout en sachant que chez les femmes, le lyso-GB3 est plus bas. Dans ce papier, vous retrouverez également le seuil qui est retenu chez les femmes. Donc, tout un intérêt pour le suivi et éventuellement débuter un traitement plus tôt. Effectivement, l'enjeu, c'est de débuter un traitement chez les présymptomatiques ou très post-symptomatiques. Effectivement, il y a énormément d'enjeux psychologiques derrière qui ont été abordés brillamment juste avant moi. Il y a une autre chose qui m'a intéressé, alors je suis interniste, je m'intéresse un peu à l'inflammation du coup, c'est ce papier de l'équipe des docteurs Lenders et Eva Brandt, donc des Allemands,
qui montre qu'il y a une activation du complément chez les patients qui ont une maladie de Fabry. Ok, vous allez me dire, c'est l'interniste qui parle, on s'en fiche. Ce qu'on observe, par contre, et je trouve très intéressant, c'est que l'activation du complément semble augmenter sous traitement, et notamment chez les patients qui ont des anticorps et chez des patients qui ont donc des ADA, et chez des patients qui ont une mutation de non-sens. Généralement, les patients ayant une mutation de non-sens ont plus fréquemment des anticorps. Et de fait, on suppose, quand il y a une activation du complément, qu'il y a de façon sous-jacente une formation d'anticorps qui vient faire des complexes humains. Ces complexes humains, théoriquement, ils peuvent être délétères. Donc, à surveiller éventuellement dans le futur, est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu plus regarder ces anticorps et éventuellement les cibler et envisager une immunomodulation comme c'est déjà effectué pour d'autres maladies métaboliques avec enzymothérapie. Je rappelle que les dépôts de complexes humains peuvent notamment donner des glomérulonéphrite, et on va y revenir assez rapidement, puisque j'aborde les innovations qui concernent les enzymothérapies. Et comme vous êtes ici à ce topo Fabry, vous avez certainement entendu parler de la PEG-unigalsidase alpha. Et donc vous avez eu ces 3 articles concernant les 3 essais qui concernent la PEG-unigalsidase alpha, donc une enzyme recombinante développée dans des feuilles de tabac, on avait pour espoir avec ce traitement d'avoir, grâce à la forme pégylée, une demi-vie plus longue et une diminution de l'immunogénicité avec du coup des perfusions qui pouvaient éventuellement être faites toutes les 4 semaines. C'est ce qui était espéré. La première étude, c'est l'étude Bridge, avec ce papier. Donc tous ces papiers sont sortis en 2024. L'étude Bridge a étudié les patients étant en relais d'agalsidase alpha vers la PEG-unigalsidase alpha. La galsidase alpha, c'est du 0,2 mg/kg. Et donc, on considère aujourd'hui qu'on préfère les enzymothérapies avec 1 mg/kg. Néanmoins, donc, on prenait le traitement par agalsidase alpha, on faisait un relais par PEG-unigalsidase alpha à 1 mg/kg tous les 15 jours, donc la formule actuellement disponible finalement, avec sur 22 patients, et on a observé une amélioration de la pente de détérioration du débit de filtration glomérulaire, une amélioration du lyso-Gb3. Il y avait par contre formation d'anticorps, donc on avait 35% des patients qui avaient des anticorps, et on a eu notamment 2 réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, donc 2 sur 22, c'est quand même assez conséquent. Encore une fois, galsidase alpha 0,2, PEG-unigalsidase alpha 1 mg, on sait aujourd'hui que la dose compte, donc voilà, c'est efficace versus alpha. Si on prend maintenant l'étude Balance, donc l'étude Balance, c'est un essai de non-infériorité qui comparait la galsidase alpha et la PEG-unigalsidase alpha tous les 15 jours. Encore une fois, on n'est pas sur la formule mensuelle. Chez 52 patients, vous voyez qu'il y avait 61% d'hommes. C'est important pour la maladie de Fabry, le pronostic n'est pas le même, et c'est délicat de mélanger les hommes et les femmes et les patients classiques et non classiques quand on étudie la maladie de Fabry. Néanmoins, donc ici, 61% d'hommes, âge médian 44 ans, et ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi, mais de prendre que des patients qui avaient finalement déjà une atteinte rénale qui était assez progressive, puisqu'avec un débit de filtration qui se détériorait déjà de plus de 2 ml par minute par an. Ils avaient, donc c'est un essai de non-infériorité avec des marges de non-infériorité à moins 3 ml par an. Ils ont atteint ce critère. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que le lyso-Gb3, étonnamment, sous PEG-unigalsidase alpha, semble un petit peu augmenter. On voit aussi qu'il y a eu 2 réactions, encore une fois, anaphylactiques sous PEG-unigalsidase alpha. Et il y a eu une fameuse glomérulonéphrite à dépôt de complexe humain. Donc le projet d'avoir moins d'immunogénicité est un petit peu délicat. On n'a pas les titres d'anticorps. Voilà, des résultats donc, qui certes montrent une certaine efficacité, quelques réserves, à voir comment placer ce traitement dans ce contexte. Un troisième essai qui est l'étude Bright. Cette fois-ci, il s'agissait d'étudier la formule toutes les 4 semaines
donc un relais d'aguésase alpha ou bêta, vers la pegunigasase alpha toutes les 4 semaines, chez 30 patients classiques, dont 24 hommes. Et donc, comme vous pouvez voir, il y avait sur la courbe de gauche une persistance de la détérioration de l'atteinte rénale après moins de 2,4 millilitres par an. Chez des patients classiques, c'est peut-être ce qu'on peut espérer s'ils ont déjà un début de maladie. Donc c'est difficile de dire que ça ne marche pas sur ce critère-là. Par contre, encore une fois, sur le graphe, le troisième graphe en partant de la gauche, on retrouve que le lyso-Gb3, qui est le marqueur dont j'ai noté l'importance dans les premières diapos, semble remonter quand même un petit peu chez les hommes. Moi, ça me perturbe un petit peu. Encore une fois, on avait des anticorps et 33% de réaction à la perfusion dans les 2 premiers mois, ce qui est assez conséquent avec les enzymothérapies. Si vous voulez une synthèse de ces... si vous n'avez pas envie de lire les trois articles, mais que ça vous intéresse quand même, vous avez cette synthèse qui a été faite par Dominique Germain et Alès Linhart, qui reprend tous ces éléments. Il nous rappelle également que le vaccin contre le Covid-19 était pegylé, et donc éventuellement on a fait des anticorps anti-PEG. Est-ce que ça a un rôle là-dedans? À voir. Vous m'avez dit, vous allez me dire que je ne parle pas beaucoup de cœur, et c'est dommage. Eh ben, le seul essai qui nous donne quelques éléments, ça va être l'étude à long terme de la safety et donc de l'efficacité à 6 ans chez ces patients naïfs de traitement. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de patients, il y a 15 patients. Et il faudra regarder le tableau de droite. Donc sous traitement, généralement, chez des patients jeunes, on s'attend à une certaine amélioration du volume cardiaque et de l'épaisseur. Et là, malheureusement, si vous regardez dans les détails le tableau, on voit une légère dégradation, en gros, du volume cardiaque, bien que le lyso-Gb3, donc en partant de patients naïfs, s'améliore, moins 91% chez les hommes et moins 72% chez les femmes, c'est très positif. Néanmoins, on pourrait s'attendre à une meilleure stabilité ou à une amélioration au niveau cardiaque. Donc, quelques réserves éventuelles. Si on ne parle plus d'enzymothérapie, on pourrait parler d'inhibiteurs de substrat. La journée a été introduite avec la maladie de Fabry en 10 minutes, en nous disant que le lysosome était une poubelle. Moi, je préfère parler de centre de recyclage. Il faut savoir qu'on ne met pas le Gb3 à la poubelle. Le Gb3, ce n'est pas un déchet. Le Gb3, c'est quelque chose d'essentiel. Le Gb3, c'est un composé membranaire. Sans Gb3, on ne peut pas vivre. Donc, le problème dans la maladie de Fabry, c'est qu'on n'arrive pas à le recycler, finalement. Comme c'est essentiel, il y a des enzymes qui anabolisent, c'est le dessin de gauche, il y a des enzymes qui catabolisent, à droite. Une des voies de traitement des maladies métaboliques, c'est d'inhiber la synthèse de Gb3. Et une des voies qui est classiquement utilisée dans les maladies métaboliques, c'est d'inhiber la glucosylcéramide synthase, que vous voyez en bas à gauche, le petit carré bleu. C'est déjà utilisé pour d'autres maladies qui sont des sphingolipidoses, des maladies un petit peu de la même famille. Et on a plusieurs essais que je vais vous montrer. On a un essai qui concerne le Lucerasta. Donc le Lucerasta, c'est un inhibiteur de substrat. Cet essai modifie un essai de phase 3. Efficacité et sécurité du Lucerasta, Peros, 1000 mg x 2, chez 118 patients d'âge médian 39 ans, la moitié d'hommes, contre placebo. Le critère de jugement primaire, c'était la réduction des douleurs neuropathiques à 6 mois. Il n'a pas été atteint. Néanmoins, dans la cohorte, il était montré qu'on avait une diminution de 50%, je vais parler plus fort, du Gb3 plasmatique, contre une augmentation de 12% sous placebo, avec une bonne tolérance, ce qui a amené les investigateurs à finalement tenter le coup avec d'autres critères, avec un nouvel essai qui est en cours pour lequel on n'a pas de résultat, qui va s'intéresser évidemment à la safety, mais également cette fois-ci au rein et au cœur, mais également au biomarqueur avec le lyso-Gb3. Je n'ai pas de résultat concernant ce traitement. J'avais déjà parlé, je crois l'an dernier, du Venglusta, qui est un autre traitement inhibiteur de substrat oral, qui avait montré des effets positifs sur les dépôts, donc la clairance des dépôts cytoplasmiques en Gb3, une diminution du biomarqueur lyso-Gb3 et d'autres sphingolipides, donc ça semble fonctionner.
il y avait la créatinine et les marqueurs rénaux, mais également le volume cardiaque qui était stable, mais néanmoins, sur 11 patients classiques, il y avait eu 2 épisodes de dépression sévère, dont une tentative de suicide qui avait fait un petit peu parler et qui avait un petit peu refroidi les esprits. Néanmoins, il y a actuellement 2 essais qui sont en cours avec le Venglustat, donc un essai de phase 3 à gauche qui va vous concerner les cardiologues, enfin qui vous concerne, puisque c'est un essai de phase 3 qui compare le Venglustat à la prise en charge standard, le standard of care, durée 18 mois. Il s'agit d'étudier les patients adultes avec une hypertrophie ventriculaire. Et évidemment, là, on a exclu les patients avec dépression. Donc le critère de jugement principal, ça va être l'évolution de la masse ventriculaire gauche en IRM. Je n'ai pas de résultat. Évidemment, c'est en cours. Et puis de l'autre côté, on a un traitement qui analyse toujours une étude de phase 3, comparatif randomisé double aveugle contre placebo sur 12 mois. Cette fois-ci, il va s'agir d'étudier la douleur qui soit acroparesthésie ou douleur abdominale, avec encore une fois l'exclusion des patients avec dépression, également une insuffisance rénale modérée, 60 ml par minute de DFG, ou un antécédent d'AVC, avec comme critère de jugement principal les fameux PRO qui existent déjà. Il y a un 3e inhibiteur de substrat pour lequel on a des données, mais c'est des données assez préliminaires, puisque c'est un essai de phase 1 qui a montré une efficacité. C'est un essai de phase 1, donc il faut rester humble. Voilà. Donc, ce qui était montré, c'est qu'il y avait une bonne efficacité. J'ai mis que le GB3, mais on voit une belle baisse du GB3, intéressant, et à se rappeler, quand on donne du Galafold, faire attention à l'alimentation. Il a été montré ici que lorsque on prenait cet inhibiteur de substrat qui est noté AL01211, 30 mg par jour, quand on mangeait un repas gras en même temps, on diminuait l'efficacité du médicament jusqu'à 80%. Donc moi, c'est quelque chose que je demande régulièrement à mes patients sous Galafold, de bien respecter les 2 heures de jeûne avant-après. Bref, c'était une aparté. On aborde désormais la thérapie génique. La thérapie génique, du coup, comme vous le savez, il y a 2 grandes techniques de thérapie génique. Il y a une thérapie génique in vivo. Il va s'agir en fait d'aller injecter un vecteur viral directement qui va aller cibler des organes cibles, et on peut aller cibler le cœur, le foie ou d'autres cellules grâce à des vecteurs, souvent des adeno-associated virus, des AAV. Et puis il y a une technique ex vivo. Grâce à des techniques de leucoaphérèse, on va aller prendre des cellules du malade, on va aller insérer, transfecter un gène modifié à l'intérieur. Ici, le gène d'intérêt, c'est le gène GLA. Et on va réinjecter les cellules. Et vous allez voir, il y a plusieurs essais qui ont été publiés ou qui sont en cours. Je vous rappelle que parmi les AAV, en fait, là j'en ai mis certains, mais il y en a encore plus. Et puis les firmes pharmaceutiques créent leurs propres AAV recombinants avec des cibles d'organes qui sont plus ou moins spécifiques. Un des traitements pour lequel on a le plus de résultats, c'est donc ce traitement, donc l'Essestar de Sangamo, qui a testé l'isaralgane Civaparvovec, le ST920, donc une injection d'AAV. C'est un AAV 2,6 si je me souviens bien. Si vous regardez, donc là c'est les différents tests de doses, et on voyait qu'il y avait des patients qui étaient d'âge assez variable, de sévérité assez variable, donc c'est intéressant, on a un panel assez représentatif de la maladie Fabry, certains traités, d'autres non traités. Au niveau des effets secondaires, finalement il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un petit peu de fièvre, des céphalées, un petit peu d'augmentation des douleurs, comme on peut voir des fois à l'initiation de l'enzymothérapie, qui est censé être passager. Mais finalement, tout ça a été relativement bien toléré. Il a été choisi comme dose finale la dose de la cohorte 4 à 5-10 puissance 13 capsides, je ne sais plus comment on dit. Alors, d'emblée, là je vous mets les courbes qui ont été communiquées lors du dernier congrès du World. On est étonné de voir une certaine hétérogénéité, parce que quand on regarde le patient de la cohorte
1 qui est en bleu, on a l'impression que ça marche bien, même à des petites doses. Et par contre, on a un patient violet, c'est beaucoup moins bien. Quoi qu'il en soit, ils ont choisi le 5-10 puissance 13. Et quand on prend 5-10 puissance 13, on s'aperçoit qu'on a une bonne efficacité avec de l'alpha-galactosidase A qui est retrouvée de façon très significative supraphysiologique jusqu'à 300 jours, enfin plus de 250 jours après l'injection unique. Donc ça, c'est assez remarquable. Vous voyez sur le graphe que ce qui est grisé, c'est la zone à dépasser pour être en zone thérapeutique. Et lorsqu'on regarde le lyso-Gb3 sur la droite des patients naïfs de traitement, on a l'impression d'une certaine amélioration. Encore une fois, donc chez les patients qui ont la dose de la cohorte 4, il faut regarder. Par contre, si on regarde le lyso-Gb3 des patients qui étaient traités en même temps par enzymothérapie, parce qu'initialement les patients conservaient l'enzymothérapie et recevaient en plus l'injection de thérapie génique. Ce qui est étonnant, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que quand vous voyez la petite étoile rouge, ça veut dire qu'on arrête l'enzymothérapie. Malheureusement, le lyso-Gb3 remonte. Bon, moi, ça me déçoit un petit peu, mais on continue. Les patients 8 et 9 ont reçu du coup la dose choisie 10 puissance 13, 5-10 puissance 13. Et on voit à gauche, on a des résultats qui sont assez satisfaisants. On voit une bonne clairance intracellulaire du Gb3 et une podocyturie qui est un marqueur d'atteinte rénale sévère qui chute également chez le patient numéro 9. Chez le patient numéro 8, si vous regardez, on part de moins haut, mais ça ne bouge pas du tout. Et moi, ça me perturbe encore une fois. Et donc, du coup, on a des résultats qui sont encourageants, on ne peut pas dire le contraire, mais la réponse est hétérogène, il y a encore des questions à se poser. Finalement, on a encore des questions, ce n'est pas encore demain. Un autre essai, celui de 4DMT. Donc 4DMT, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. On utilise un vecteur qui s'appelle 4DC102AAV. C'est un virus qui est cardiotrope. Alors, il faut savoir que quand on met un virus, le précédent était hépatotrope, et ce dont on redoute quand on cible un organe, c'est son inflammation. Donc là, ce qu'on va redouter, c'est une myocardite. Bon. Après, on a testé ça donc, chez des adultes, classiques et non classiques, qui étaient déjà sous enzymothérapie, qui avaient une atteinte rénale absente ou modérée. Ce que l'on sait, en fait, des résultats préliminaires qui ont également été divulgués au World donc en février dernier, c'est qu'il y a une amélioration du strain qui me semble, selon moi, modeste, mais qui est quand même une amélioration. Donc on est entre 12 et 36 mois de l'injection. On a une légère amélioration de la VO2 max. Ce qui me semble plus carré, c'est la clairance du Gb3 au niveau des cardiomyocytes. Donc on est à moins 61% à la semaine 24. Par contre, on a 3 cas de syndrome hémolytique et urémique qui vraisemblablement sont résolus et sans séquelles. Alors il faut savoir que ce n'est pas complètement anodin. Le Gb3, c'est généralement en gros ce qui est en cause dans le syndrome hémolytique et urémique. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller par la suite désormais. Est-ce qu'il y a des syndromes hémolytiques et urémiques chez les patients qui ont une thérapie génique? Quoi qu'il en soit, donc des résultats qui sont plutôt encourageants. On a cette étude également d'Unicure qui teste un AAV5 recombinant. Pour l'instant, on n'a pas de résultats, donc je vais passer assez vite, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses en cours. Par contre, on rentre dans deux autres essais qui sont un petit peu plus, je ne veux pas dire décevants, mais donc, qui nous font poser des questions. Deux firmes. La première, Avrobio, qui testait l'AvroRD01201 dans la maladie de Fabry, et qui donc montrait des résultats positifs en termes d'activité enzymatique, de diminution du Gb3 urinaire, donc des biomarqueurs. Mais quand on regardait l'albuminurie, le débit de filtration glomérulaire et le volume myocardique, on était plutôt dans le rouge. Et puis en plus, donc c'est une technique qui cette fois-ci, ce n'était pas un AAV, on utilisait la figure de droite, si vous vous rappelez ma première slide sur la thérapie génique, donc des cellules CD34 autologues transduites par un antivirus, et on avait beaucoup d'effets secondaires liés au conditionnement myéloablatif avec des chimiothérapies. Et donc, finalement, comme vous le voyez, Avrobio a décidé d'arrêter ce programme. J'en viens à vous intéresser à ça, parce que pour moi, la thérapie génique, c'est vraiment quelque chose que j'abordais avec les patients dans l'espoir d'avoir quelque chose de plus simple. Il faut quand même rester, encore une fois, très humble.
parce que là, on regarde du coup ce papier du New England qui est sorti assez récemment. Cette technique de cellules CD34 transfectées avec un antivirus, c'est pas complètement anodin. Non seulement précocement, on a les complications de la myéloablation, et secondairement, vous voyez que pour une autre maladie, totalement une autre maladie, l'adrénoleucodystrophie, sur 67 patients, il y a eu des hémopathies graves développées chez 7 patients. Ça fait presque 10%. Donc c'est pas négligeable, il faut vraiment rester humble et peut-être pas aller trop vite. Également Freeline Therapeutics qui avait développé un programme d'AAV qui a décidé du coup de se retirer au profit d'un projet plutôt sur la maladie de Gaucher, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et enfin, il y a 2 essais dans clinicaltrial.gov qui étaient décrits pour 2 essais académiques chinois pour lesquels j'ai aucune information sur le protocole et le mode d'injection. Au final, donc, si on prend la thérapie génique, on a des résultats positifs, mais je trouve hétérogènes avec quelques complications, donc pour Sangamo, 4 DMT, Unicure. Non, Unicure, on n'a pas encore de résultats. On a quand même Freeline qui a arrêté et Avrobio qui a arrêté. Bon, on ne va pas aller trop vite. C'est pas encore demain qu'on aura de la thérapie génique comme ça, de routine, pour la maladie de Fabry. Est-ce qu'il y a des innovations à venir encore ? J'étais étonné de voir que chez la souris, pour la maladie de Fabry, on essaye de faire la thérapie génique intratécale. A priori, ça améliore nettement les douleurs puisqu'on va pénétrer les ganglions sensitifs par voie intratécale avec des souris qui vraisemblablement ressentent, ce qui n'est pas observé par voie intraveineuse. J'ai quelques doutes sur le fait que ça soit adapté chez l'homme, néanmoins c'est intéressant dans le concept. Plus intéressant, je trouve, les 2 prochaines techniques, celle-ci, donc c'est des modèles cellulaires. Par contre, il a été utilisé donc du coup des cardiomyocytes différenciés à partir d'IPSC, donc des cellules souches reprogrammées finalement. Et donc c'est une technique par ARN messager. Et donc par ARN messager, c'est finalement comme le vaccin Moderna. On vient faire produire par ARN messager l'enzyme dans les cellules du patient. Et donc, on voit au milieu, si vous regardez à droite, on voit donc le GB3 qui disparaît. Et vous pouvez regarder l'activité enzymatique qui augmente, le substrat qui est nettoyé. Ça semble fonctionner. Encore une fois, finalement, c'est un peu comme dans le Moderna. Si on fait créer des choses, si on fait créer une protéine qui n'est pas connue par le corps, attention quand même à l'inflammation qu'il y aura derrière. Et éventuellement, moi, je crains un petit peu les myocardites derrière si vraiment on cible comme ça le cœur directement. Autre technique qui est assez innovante, je trouve, c'est cette fois-ci un inhibiteur de substrat. Donc, on va essayer, encore une fois, de limiter la production de GB3, mais au lieu de cibler une enzyme très en amont qui est la glucosylcéramyl synthase, on va aller directement sur la GB3 synthase, donc très spécifique de la maladie de Fabry. Et de façon quasi chirurgicale, on va utiliser un siRNA, donc un ARN interférent qui va aller bloquer la formation de cette enzyme. Et comme vous le voyez sur les belles coupes de microscopie à droite, on a du coup un effacement du signal. Donc ça semble fonctionner. Encore une fois, ce sont des modèles cellulaires. Donc, concernant les innovations, elles sont nombreuses. Elles concernent de multiples voies thérapeutiques et métaboliques. Donc, on a de l'espoir. Finalement, ce qui pourrait être retenu dès aujourd'hui, c'est le lyso-GB3. Attention, c'est vraiment important de doser le lyso-GB3 pour stratifier le suivi et stratifier les patients et faire un suivi adéquat. Les anticorps, il faut, je pense, développer leur dépistage et leur prise en charge. Les inhibiteurs de substrat, c'est peut-être finalement le traitement qui va venir le plus tôt. La thérapie génique, ce n'est pas encore pour demain. Et donc, il y a encore d'autres pistes. Donc, on a de l'espoir. Merci à vous. Merci beaucoup, Vladimir.
C'était très complet et vraiment très instructif. Moi, j'ai une question, un complément et une question concernant la pegunigalsidase. Donc, effectivement, tu nous as montré que je crois qu'il n'est pas disponible en France, puisqu'il a donc pas en tous les cas tous les 14 jours. Donc, il y aura peut-être une deuxième aventure avec éventuellement tous les 28 jours, ce qui est un souhait des patients d'avoir des perfusions plus à distance et pas tous les 14 jours comme c'est le cas pour les 2 enzymothérapies actuellement disponibles. Les travaux sont en cours. Tu nous as bien précisé donc l'immunogénicité et tu connais bien le sujet. Concernant les anticorps anti-PEG-unigalsidase, en fait tu nous as montré qu'il y avait à la fois des anticorps anti-médicaments et puis des anticorps anti-PEG. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça ou en fait, les anticorps anti-PEG, potentiellement, ils peuvent être délétères quand même. Après, je pense qu'il y a la taille du PEG qui peut éventuellement intervenir. De mémoire, il y a une érythropoïétine qui a été interrompue il y a une dizaine d'années parce qu'il y avait des décès. En fait, la taille du PEG, si vous avez un PEG qui a la taille d'un virus, en gros, il y a une immunité absolument majeure. C'est reconnu comme du non-soi et ça met vraiment de l'huile sur le feu. C'est pour ça que cette EPO avait été retirée. Là, c'est du tout petit PEG, je crois, de mémoire, et on n'a pas ce problème-là potentiellement. C'est quand même des segments de taille intermédiaire, hein. C'est pas non plus ridicule, parce que je crois que c'est plus gros que la protéine en elle-même, in fine. Pris au total. Mais non, il n'y a pas ce problème-là. Après, on sait qu'il y a des anticorps anti-PEG. Ça a été bien démontré par des travaux de l'équipe, encore une fois, des docteurs Lenders et Brandt. Ouais. Donc il y a des anticorps anti-PEG, anti-enzymes, des anticorps qui sont inhibiteurs, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, la slide sur le complément, ça veut dire que ces anticorps, même quand ils ne sont pas inhibiteurs, ils peuvent être toxiques. Voilà. Donc il y a des anticorps inhibiteurs, ils sont toxiques. Il y a des anticorps qui ne sont pas inhibiteurs, ils sont potentiellement toxiques. Peut-être qu'il faut les regarder encore un petit peu plus. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de laboratoire pour les faire en routine en France. Ok. En tous les cas, dans les perspectives, tu nous as très bien montré la problématique de l'immunogénicité, des complexes humains avec les glomérulonéphroïdes et les réactions anaphylactiques, et puis la tolérance des médicaments à venir, que ce soit les syndromes dépressifs sous Vinglustat ou la thérapie génique ex vivo avec les CD34 et le risque de maladies hématologiques. Donc tout ça est important à considérer dans le futur.